qu'il faut qu'on regrette, c'est la disparition de ce qu'on appelle la presse d'opinion. C'est-à-dire qu'il fut un temps où il y avait une presse qui était marquée politiquement, hein, donc ici dans la région par exemple on avait la Marseillaise, et donc c'est vrai que c'était une presse, on peut en penser ce qu'on en pensait, mais qui permettait d'avoir des orientations et des points de vue différents. Ça c'était ma première remarque. La deuxième remarque, je ne suis pas entièrement d'accord avec vous, parce que vous pointez beaucoup par exemple Pujadas, etc. Mais en réalité le problème c'est pas un problème de personne, c'est effectivement un problème, je vais dire un gros mot, mais enfin c'est quand même un problème de capitalisme. Au moment du Conseil national de la résistance, l'idée c'était que la presse devait être indépendante des puissances de l'argent. Or, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est que toute la presse, elle a été rachetée, à part vous par exemple, mais enfin à part quelques titres qui maintiennent leur indépendance, mais toute cette presse, elle a été complètement rachetée par des grands groupes financiers essentiellement. Et donc, elle est là, il le fait très bien son boulot, Pujadas. Elle est là pour faire passer le discours des médias dominants. On ne va pas parler du problème du référendum en Grèce. Hein, on a tous entendu le battage médiatique. Et la troisième remarque ne sera très courte, ne vous appelez pas. Je vous trouve très très optimiste sur votre appréciation sur l'opinion des gens par rapport aux médias. Parce que, effectivement, dans nos milieux militants, je vais dire en mettant plein de guillemets, effectivement, les gens savent ce qu'est la presse dominante. Ils savent qu'elle est là, on l'avait vu déjà au moment de la campagne pour le TCE, qu'elle est là pour faire passer un message, qu'elle n'est pas là du tout pour donner de l'information juste, je dis même pas objective, mais de l'information, elle pourrait au moins nous donner deux points de vue. Non, elle est là pour faire du bourrage de crâne. Et je ne crois pas que la majorité des gens s'en rendent compte. La preuve, c'est quand on discute avec eux de la Grèce, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, mais les Grecs, ils se sont gavés, c'est bien normal qu'ils payent aujourd'hui. Et parlez-leur de l'Ukraine ou de la Russie, ils disent oui, mais Poutine, c'est un dictateur, etc. Mais ce qui se passe du côté des États-Unis, de l'OTAN, ce qui se passe du côté de l'Ukraine, avec les gens qui sont assassinés tous les jours en Ukraine, les opposants politiques qui sont assassinés tous les jours, personne ne le sait. Donc peut-être qu'ils ont un regard critique sur les médias, n'empêche que le discours dominant, il passe. Et effectivement, c'est là qu'on a un gros travail à faire pour pouvoir inverser ce discours dominant. Je n'ai pas mon stylo, d'ailleurs, je sais pas si c'est un stylo, je vais noter les trucs. Mais vous dites que je suis optimiste, ouais, c'est un peu vrai. Après bon, nous, c'est pas des cercles militants, parce qu'en l'occurrence, là, notre point de vente, le plus gros point de vente qu'on fait, c'est la fac de droit. Donc c'est pas un univers, ouais, pas très militant. Mais vous avez raison de pointer le paradoxe. Il y a un énorme paradoxe, c'est que moi par contre, il y a un truc, je pense que les gens, ça c'est acté. Le tous pourri par exemple, moi je dénigre pas du tout, les oligarques sont tous pourris, pas nous là, mais les oligarques sont tous pourris. Ce côté-là, moi je pense vraiment qu'il est partagé par un ensemble de la population. Et alors, derrière, ce que je disais tout à l'heure, il y a le complotisme, il y a du truc, il y a des mecs qui sont pas forcément de notre bord. Mais l'idée que les oligarques sont tous pourris, je pense que c'est fondamentalement partagé. Et après, c'est pas parce que ça, c'est largement partagé que ça empêche que les idées des médias dominants passent dans la société. Mais c'est justement là le paradoxe. Mais il y a quand même la passerelle, elle n'est pas énorme à franchir. C'est-à-dire que oui, les gens ils se considèrent qu'ils savent qu'ils sont tous pourris, mais oui, les discours des médias dominants, ils passent encore largement dans la société, puisqu'on les écoute matin, midi et soir. Mais voilà, il y a un paradoxe, ouais, mais ça n'empêche pas le fait que je pense que voilà, c'est la critique des médias, elle est largement remportée. Et l'autre question, c'était sur les personnes. Bon, fondamentalement, vous avez raison, c'est pas une personne, c'est juste qu'il y a vraiment des personnes qui incarnent vraiment parfaitement tout ce qu'on rejette, qu'on aime bien taper dessus. Nous, on a un panneau à la fin qu'on a mis Le Point, le journal garantit 100% sans trace de Pujadas. C'est quelque chose qu'on aime bien répéter au problème. Pas conférencier, mais je peux vous donner un conseil, c'est d'éteindre la télé, d'ajouter. Est-ce qui veut intervenir? Je vais suivre un petit peu ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure. Les gens critiquent, mais regardent et écoutent à longueur de temps ces fameuses médias et lisent ces fameuses presse. Le problème, c'est que vous dites que nous sommes un journal que nous distribuons à 2000 exemplaires. C'est important, certes, mais vous le distribuez, comme vous avez dit, sur un lieu étudiant, sur un lieu étudiant.
Donc vous n'avez pas forcément le retour de ce que nous, en tant que militants, nous avons quand on distribue notre propre, entre guillemets, presse. Hein, parce que ce soit les syndicats, que ce soit les mouvements, les associations, les partis politiques, eh ben, nous faisons des journaux, plus ou moins régulièrement, en fonction des possibilités financières ou participatives. Et si les gens, pour autant, reçoivent bien, lisent dans la plupart des cas, par contre, quand on va dans la discussion, la chanson n'est plus du tout la même. On ne peut rien faire, de toute façon, vous comme les autres, tout le monde est pris, on vous met tous dans le même sac, et de toute façon, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a toujours été comme ça ne changera pas. Alors on a beau expliquer, ça ne change pas grand-chose. Donc, vous voyez, il y a quand même d'autres personnes qui distribuent une presse aussi, entre guillemets la presse, hein, gratuite, qui touche quand même pas mal de gens, mais qui peut être un support. Mais malgré ce, je n'ai pas l'impression que les choses changent et évoluent. Merci. Mais sur la disparition de la presse d'opinion, c'est évident que c'est extrêmement dommageable. C'est évident que c'est dommageable que la presse, disons la grande presse, s'exprime d'une seule voix sur la plupart des sujets, que tous les journalistes sortent, ceux de la grande presse en tout cas, du même moule qui s'appelle Sciences Po, École de journalisme, donc qui contribue effectivement à une uniformisation de la pensée. Bon, par rapport à ça, il y a effectivement que des petits moyens. Le fait qu'on soit là, ici, aujourd'hui, ça fait partie de ces choses qui montrent que un certain nombre de personnes ne se résignent pas. C'est pour ça qu'il faut aussi, je pense, soutenir et chouchouter des journaux comme aussi bien Le Point que Le Monde Diplo, que La Décroissance, que tous ces journaux qui se battent pour faire vraiment entendre d'autres types de voix. Et là, on a tous collectivement une responsabilité en achetant autant que faire se peut, ces journaux qui ont leur musique à eux. Merci. Et pour répondre, après c'est vrai que pour l'instant on est assez contourné au milieu étudiant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai. L'année prochaine ça va changer. On va aller voir d'autres gens, on va faire 28 pages, on va faire plus de trucs. Peut-être que je reviendrai et je serai en train de pleurer. Je pense pas. Non, pas en train de pleurer. Pas nécessairement, mais je pense pas. Ouais, c'est une anecdote, je viens de y penser, là je suis venu en covoiturage, et la fille en covoiturage elle me dit « Ah là là, moi j'ai peur, j'ai plus envie de prendre l'avion, les terroristes et tout. » Je fais bon. Je lui fais oui, mais vous voyez, les terroristes, en France, les terroristes c'est une quarantaine de personnes depuis 15 ans. Elle me fait oui, c'est vrai et tout. Puis après je fais, puis les médias, franchement, ils nous emmerdent là-dessus. Puis elle fait « Ah, vas-y, arrête. Non mais les médias c'est n'importe quoi, de toute façon ils disent que des conneries. » Et il suffisait d'un petit truc, d'une étincelle, pour que derrière il y ait tout un discours, je veux dire, à l'inverse, qu'elle démonte le discours des médias, etc. Ça plane dans l'air, j'ai l'impression que ça plane dans l'air, et partout, dans tous les milieux, l'idée que les médias, en gros, nous mentent. Je suis pas sûr que... Mais c'est déjà fondamental, quoi. Je veux dire, c'est déjà fondamental comme point, quoi. C'est déjà une chose qu'on peut exploiter, vraiment, on a un boulevard devant nous, quoi. Si déjà la majorité de la population pense que les médias sont mal foutus et qu'ils nous mentent et qu'ils nous manipulent, etc. Pas de complotisme, qui nous mentent parce qu'ils ont un intérêt. Déjà, c'est quelque chose de positif. Tout n'est pas parfait, il y a plein de choses, il y a plein de discours qu'il faut continuer à combattre, mais rien que ça, déjà, je pense que c'est quelque chose qui peut, un point d'appui considérable. Ça, c'est la première chose. Et après, les gens, ils continuent à regarder la télé, etc. Moi pareil, j'irais jamais dire à quelqu'un ouais, tu regardes la télé, n'importe quoi, t'es complètement con, etc. Je sais pas, la personne qui bosse 7-8 heures par jour, moi je considère qu'on est en droit, ça me paraît pas incroyable de rentrer à 8 heures le soir, de se poser parce qu'on est fatigué et d'allumer la télévision pour entendre un journal télévisé. En soi, l'acte, il est pas mauvais, quoi, du tout. Le mec, il n'est pas obligé de se dire « Tiens, on va nécessairement me mentir, on va nécessairement me manipuler, on va nécessairement me sortir de la propagande néolibérale. » Il n'est pas obligé de se dire ça, parce qu'il est sincère. Donc, s'il y avait un autre discours qu'on lui donnerait, il serait très heureux de l'avoir. Et donc voilà, donc voilà, c'est paradoxal. Et après, pour reprendre sur la question du capitalisme, tout à l'heure, j'avais pas noté, j'ai pas répondu.
c'est sûr que l'ennemi c'est le capitalisme et que de toute façon, sans prendre le pouvoir, on ne changera à peu près rien. Mais tant mieux, parce que donc il faut prendre le pouvoir et donc on va le faire. Et donc on va être content, on va le faire. Et il y a un système moi, que j'aime bien, c'est voilà, je sais pas, je me trompe, je sais plus si au Venezuela ou en Équateur. Voilà. Et il y a un système qui consiste où les médias ils sont détenus un tiers privé. Donc un tiers de médias bien privés avec de la pub et tout, vous êtes au courant, voilà, financé par Nestlé et Danone, pas de souci. Un tiers de médias publics, donc voilà, si c'est de la propagande étatiste, tant pis, vous êtes au courant. C'est Élysée Land, pourquoi pas, après tout. Au moins vous êtes, voilà, vous êtes au courant. Et un tiers de médias locaux, associatifs. Ça peut être une forme médiatique, une formule médiatique à venir. Pourquoi pas. Il y en a qui travaillent comme ça, je crois que c'est au Venezuela. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt Équateur. Je pense que c'est plutôt Équateur. Parce que justement, le Venezuela, il y a une seule chaîne. Et ben donc c'est et tout le reste c'est privé. D'accord. Alors ça va être Équateur. Donc voilà. Qui voudrait intervenir? Juste une petite question à propos des dessins de presse. J'ai pas vu Plantu, je crois, dans les dessins. Il y avait essentiellement des dessins critiques, très bons d'ailleurs, mais pourquoi pas avoir montré les chiens de garde aussi parmi les dessinateurs de presse? J'ai le sentiment qu'il n'y a pas besoin de moi pour montrer les chiens de garde, qu'il suffit d'aller dans un kiosque, regarder le monde. Non mais clairement j'ai pris des dessins de presse que moi j'aime, des dessinateurs de presse que moi j'aime, et j'ai choisi des dessins que je trouve bons, que je trouve pertinents ou impertinents ou les deux à la fois. Parce que je pense que c'est plus intéressant. Alors après effectivement ça aurait pu être une autre conférence sur critique du dessin de presse. Mais je pense que les dessinateurs, enfin, il y a quand même beaucoup de dessinateurs qui, un peu, parce que c'est, je crois, l'essence de leur métier, sont critiques et sont plus critiques que ne peuvent être des journalistes de presse écrite. Sur la mondialisation, sur tout ça, vous trouvez quand même énormément dans beaucoup de journaux du monde entier de dessinateurs qui en montrent et qui en soulignent à l'envi les défauts. Alors bon, maintenant, si on est pas sur Plantu et la critique de Plantu, on peut aussi. Plantu a été un très bon dessinateur, je pense au début de sa carrière, il y a 40 ans. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir les dessins qu'il faisait il y a 40 ans. Donc, même le trait, simplement, était beaucoup plus tranchant, alors qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement contourné, sinueux, voire tortueux. Et Plantu, il procède, comme procèdent certains dessinateurs, mais chez lui, c'est vraiment extrêmement marqué par accumulation de symboles, en pensant que le fait de mettre des tas de symboles dans un dessin, les machins et du dollar, je sais pas quoi, et Merkel dont de la bière, dont si, tout ça, va finir par être créateur de sens et d'humour. Bon, personnellement, j'ai un peu tendance à considérer que non, mais je suis pas sûre d'être la seule ici à considérer ça. Une question. Est-ce que proportionnellement, il y a beaucoup de dessins justement qui font l'apologie du système libéral? Est-ce qu'il y en a beaucoup aux contestations en fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de dessins qui sont très beaux? J'en ai pas trop vu en fait. Non, mais je pense que, il y en a quand même, il y a plus de dessinateurs qui sont critiques du système dominant que le contraire. Cela dit quand même, j'aurais pu vous montrer tout un tas de dessins sur la Grèce, par exemple, aujourd'hui, et sur le référendum, où beaucoup de dessinateurs ont une espèce de position où on renvoie dos à dos le oui et le non, où il n'y a pas un avis, très très tranché non plus, parce que ce sont des dessinateurs qui dessinent aussi dans des grands journaux nationaux où il n'y a pas forcément une ligne qui est fatidiquement favorable au non au référendum. Donc assez souvent effectivement, et surtout pour les dessinateurs, parce qu'il faut voir qu'il y a beaucoup de dessinateurs qui cherchent à vendre leurs dessins au-delà de leur pays via des syndications internationales. Donc les dessins sont proposés à des journaux dans le monde entier, et pour qu'un journal ait des chances d'être publié, ce qui apportera plus d'argent aux dessinateurs, il vaut mieux avoir des dessins certes un peu amusants, mais évidemment
un peu moins tranché. Disons, un dessin qui fait la balance entre oui et non. Il a peut-être plus de chances d'être publié qu'un dessin qui dit franchement les Grecs doivent voter non. Quelqu'un qui la parole. Alors, je vais poser une dernière question à notre ami journaliste, qui est manifestement trop jeune pour avoir connu les débuts de Libération, mais au début du journal Libération, c'était un des objectifs, c'est d'avoir un journal très démocratique où les lecteurs pouvaient être aussi journalistes. Donc pourquoi ça n'a pas duré? Comment on peut expliquer la dérive en quelque sorte? J'en sais absolument rien, voilà. Non, sur Libération, je ne sais pas du tout. Mais Libération, je crois que c'est la quintessence du journal qui est le plus affolant. Sur la Grèce, je sais pas, il y a eu une image qui a été partagée qui était, on va dire, fabuleuse, quoi, qui disait tout. Il y en a eu plusieurs, remarquez. Je vous en donne deux. Il y avait d'abord, quand le gros Jean-Marie Le Pen a été au second tour, il y avait une image de Libération avec marqué non. C'était marqué non en gros, avec une image de Jean-Marie Le Pen qui faisait peur. Bon, bref, c'était clair et net, quoi. C'était Jean-Marie Le Pen, on l'aime pas, quoi. Il nous fait peur, etc. Et puis il y avait Marine Le Pen, je sais plus si c'était européenne, régionale, je sais plus, européenne, je crois, les européennes, qui avait fait un score de fou, premier parti, je crois, après l'abstention. Et là, c'était marqué la France est faible. Marine Le Pen était rayonnante, le discours était fond bleu derrière des petites étoiles jaunes et tout, c'était France FN, on avait presque envie d'y aller, mais moi je disais, ah, putain, FN quand même, c'est pas mal. Et sur la Grèce et tout, il y avait un autre truc qui était fabuleux, là, il n'y a pas longtemps, c'est dans la même journée, c'est-à-dire qu'un mensonge, mais genre un mensonge total, c'est-à-dire qu'ils ont dit, ouais, Tsipras au final son référendum, que dalle, il va pas le faire. Et en fait, il a accepté la proposition des créanciers de dernière minute. Mensonge total. Alors, il titre Tsipras, je sais quoi, genre revirement de dernière minute, Tsipras va accepter la proposition des créanciers. Tsipras, lui, il a vu cette machine se mettre en place médiatique, enfin Syriza, hein, pas que Tsipras, ils ont vu cette machine médiatique se mettre en place, et donc il fait un discours pour dire nous maintenons le référendum, nous vous appelons à voter non, et nous n'allons pas payer la dette, et Libération, 2 heures plus tard, refait un petit article. Tsipras maintient son référendum, quand même. Hein. En fait, on vient de dire un mensonge. Mais on s'en excuse pas, mais on change d'avis. Donc, bah, Libération, je ne sais pas si ça a été bien un jour. Probablement, mais je suis né en 92, j'ai jamais connu ça. Les années 70. Les années 70. Bon, s'il n'y a plus de questions... Ah, c'est une question. Moi, ce serait plutôt une remarque. Surtout que, un petit peu pour te rejoindre, parce que tu fait un petit peu. Comment dire, il y en a beaucoup ici qui ont dit que, effectivement, c'était peut-être parce que dans ton univers, tout ça, il y avait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec tout ça. Quand même voir que Libération, Le Point, tout ça, ils sont sous perfusion des aides de l'État et qui versent des milliards, qui versent et également des capitalistes, hein, appelons-les ce qu'ils sont, enfin un chat un chat, et ils perdent des lecteurs d'année en année, il n'y a plus personne qui les lit en fait ces journaux-là, et ça peut être rassurant. C'est peut-être justement qu'on demande un petit peu d'autres choses. Juste une suggestion, comme vous êtes à la fac de droit. Moi, il y a un mystère pour moi, il existe un article de la loi 1889 sur la liberté de la presse qui condamne la propagation de fausses nouvelles. Alors, c'est en termes juridiques, c'est pas exactement le terme. Enfin, en tout cas, le fait que la presse diffuse des fausses nouvelles est condamné très fortement. Pour le coup, ça peut aller jusqu'à l'interdiction pure et simple du journal. Moi, je serais jeune et juriste. Ouais. Faut y aller, ouais. Je pense que le simple fait de porter plainte et de manière répétitive, ça déclencherait quelque chose. À la limite, on en parlerait au journal de 20h, on ne comprend pas, il y a déjà 243 plaintes qui ont été déposées contre le Point, contre l'Express, contre France 2, contre TF1, etc. Bah bon.
Suggestion. Il faudrait peut-être Je mieux, ne suis pas juriste. que sur les vieux comme nous, ils fassent ça plutôt que... Ah non, les jeunes. Non, non, merci mille fois, je trouve ça génial. Je crois que c'est pas tombé dans l'oreille d'un soir. Merci.